Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Ce soir, nous plongeons dans le chaos. Pas un chaos théorique ou idéologique, mais un chaos réel, palpable, qui s'est donné en spectacle lors de deux événements récents. La victoire du PSG en Ligue des Champions et la fête de la musique 2025. Ces moments censés incarner la joie, le partage et l'unité ont au contraire révélé une société fracturée, divisée, blessée. Loin de rassembler, ils ont exposé au grand jour les failles profondes de notre cohésion nationale, culturelle et spirituelle. Ce podcast n'a pas pour vocation de plaire, mais de nommer les choses, de décrypter ce que les médias qualifient de débordements isolés ou de faits divers, alors qu'il s'agit des manifestations les plus criantes d'un effondrement moral, institutionnel et civilisationnel. Un effondrement nourri par des décennies de reniement, d'aveuglement et d'orgueil idéologique. Attachez vos ceintures, car ce voyage au cœur de la France d'aujourd'hui ne sera pas de tout repos. Ce qui devait être des nuits de liesse populaire, la victoire du PSG et la fête de la musique, s'est transformé en scène de guerre urbaine, digne d'une zone de conflit. Le bilan officiel est accablant. Pour la fête de la musique 2025, 371 interpellations, 1500 blessés, dont 14 dans un état grave, 145 victimes de piqûres suspectes, 13 policiers blessés, 51 voitures incendiées, 39 incendies dans l'espace public. Pour la victoire du PSG, quelques jours plus tôt, 2 morts, 192 blessés, 491 interpellations rien qu'à Paris, 264 véhicules incendiés, des tirs de mortier, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, des pillages de magasins, des pharmacies dévalisées, des incendies paralysés, des chiffres qui évoquent une insurrection, pas une célébration. Pourtant, la couverture médiatique reste étrangement discrète, quelques entrefilés, des plateaux télé où l'on relativise, des éditorialistes qui invoquent une jeunesse en souffrance ou des tensions sociales. Mais la souffrance des victimes, celles piquées à la seringue, celles agressées, celles qui ont vu leur voiture brûler sous leurs yeux, la détresse des pompiers caillassés, des policiers blessés, des riverains terrorisés. Qui en parle? Ces événements ne sont pas des accidents isolés. Ils sont les symptômes d'une société où la fête devient une prise d'otage collective, où l'ordre public ne tient plus que par la peur d'intervenir, où des groupes organisés viennent avec une intention claire, semer le désordre, faire mal, humilier. Ce chaos n'est pas une surprise, il est devenu la norme. Ce n'est pas une dérive ponctuelle, mais un mode de fonctionnement. À quoi bon organiser des événements culturels si l'on sait qu'ils se transformeront systématiquement en émeutes? À quoi bon prétendre faire société si la moindre célébration devient un test de résilience pour les forces de l'ordre et une épreuve de peur pour les citoyens? Ces questions brutales doivent être posées, car ignorer la réalité, c'est condamner la France à sombrer davantage dans cette spirale de violence festive. Le 21 juin 2025, dans les rues de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et d'autres grandes villes, deux réalités ont cohabité sans jamais se croiser. D'un côté, une foule communautarisée, bruyante, souvent issue de l'immigration de masse, occupait l'espace public avec une énergie qui n'avait rien de festif. C'était une démonstration de force, une occupation symbolique. Des musiques communautaires, drill, châtain, rythme à forte charge idéologique, dominaient l'ambiance. Des paroles glorifiant la haine, les armes, l'argent facile, le mépris des lois. La musique comme arme sonore de conquête culturelle. La danse comme affirmation physique d'un pouvoir qui ne se cache plus. Les regards défiants, les groupes compacts, les meutes. Une présence ostentatoire visant à marquer le territoire, à imposer une identité. Merci! On est chez nous ici! Méchant! Méchant! Wow.
Et, à quelques rues de là, une autre France, celle des centres-villes bourgeois, blancs, bien pensants. Une France bobo qui parle de mixité, de tolérance, de vivre ensemble, mais qui dans les faits célèbre entre soi. Dans des quartiers sécurisés, des enclaves protégées par l'isolement géographique, le contrôle social et l'entre-soi culturel. Ici, on écoute des musiques occidentales, on boit du vin bio, on échange des slogans humanistes. Mais il n'y a pas de mélange, pas de risque, le centre-ville comme bulle, une illusion d'harmonie soigneusement entretenue. Cette dualité n'est pas nouvelle, mais elle devient criante. Elle se lit dans les vidéos, les attitudes, les musiques, les visages. Deux France, l'une conquérante, collective, bruyante, l'autre atomisée, silencieuse, en repli. Entre elles, un vide abyssal. Aucun pont, aucun langage commun, aucune mémoire partagée. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de jeunesse, mais d'appartenance. Nous n'appartenons plus au même peuple, nous ne partageons plus la même langue culturelle, les mêmes codes, les mêmes récits. Le multiculturalisme, loin de créer une richesse, produit une juxtaposition de communautés antagonistes, certaines devenues hégémoniques dans des espaces publics. Et au milieu, la France périphérique, celle des familles, des croyants, des enracinés. Une France silencieuse, qui souffre dans sa chair cette fracture. Elle la vit dans ses quartiers, à l'école, dans la rue. Elle voit son pays lui échapper. Et on lui interdit de le dire sous peine d'être taxé de racisme. Le vivre ensemble, dogme incontestable des élites, s'effondre sous le poids de la réalité. Un côte-à-côte hostile, une guerre larvée, une instabilité permanente. La victoire du PSG en Ligue des Champions n'était pas une fête, mais une démonstration de force. Une violence tribale marquée par une absence totale du drapeau tricolore, remplacée par des drapeaux algériens, marocains, tunisiens, palestiniens. Le PSG, bien plus qu'un club de football, est devenu un totem identitaire. Pour une partie de la jeunesse issue de l'immigration, il incarne une revanche sur une France qu'il juge raciste, ringarde, faible. Une France à abattre, pas à rejoindre. Les scènes de liesse n'étaient pas de la joie spontanée, mais une affirmation. Nous sommes chez nous, et nous le faisons savoir. Le bilan est apocalyptique. 2 morts, 192 blessés, 480 interpellations, 264 véhicules incendiés, des pillages, des tirs de mortier. Mais au-delà des chiffres, c'est l'atmosphère qui frappe. Une violence organisée, une prise de pouvoir symbolique. Les axes paralysés, les magasins dévalisés, les forces de l'ordre sous pression. Ce n'était pas une célébration, mais un test. Un test de la capacité de l'État à maintenir l'ordre. Et l'État a échoué. La réponse politique fut dérisoire. Gérald Darmanin a dénoncé des comportements inacceptables. La mairie de Paris a évoqué des tensions regrettables. Les médias, eux, ont présenté cela comme un folklore urbain. Comme si 2 morts et des centaines de blessés étaient une parenthèse anodine. Mais ce n'était pas une parenthèse. C'était un avertissement. Un signal clair envoyé à ceux qui méprisent la France. Vous pouvez recommencer. Cette mollesse révèle un état schizophrène qui réprime durement les enracinés, agriculteurs, catholiques, gilets jaunes, mais caresse dans le sens du poil les fauteurs de troubles. Pourquoi? Parce que ce chaos est utile. Il justifie un appareil sécuritaire hypertrophié, alimente les discours compassionnels et détourne l'attention des véritables responsables, ceux qui ont désarmé la France de l'intérieur. Dans un pays normal, les individus responsables de telles violences seraient traités comme des ennemis de l'ordre public. Pas en France. Les 371 interpellations de la fête de la musique, les 491 de la victoire du PSG, aboutissent trop souvent à des peines symboliques. Sursis, amendes dérisoires, travaux d'intérêt général rarement effectués. La justice,
Gangrénée par une idéologie qui voit en chaque délinquant un jeune en difficulté, une victime du système, protège le désordre. Elle craint la force, méprise la nation, et trahit le peuple qu'elle est censée servir. Les policiers, eux, sont à bout. Ils arrêtent toujours les mêmes individus, risquent leur vie, se font caillasser, frapper, brûler. Et ils les retrouvent libres le lendemain. Lorsqu'ils protestent, on les accuse de factieux, on les soumet à l'IGPN. Cette injustice institutionnalisée nourrit la défiance. Pendant ce temps, les honnêtes gens baissent la tête. Ils évitent certains quartiers, n'osent plus sortir la nuit, renoncent à parler. La peur gagne, car la justice n'est plus un rempart, mais un complice du chaos. Ce système judiciaire reflète une république sans âme. En chassant Dieu des institutions, en dissolvant la famille, en moquant la France éternelle, elle a récolté la barbarie. La violence festive n'est pas un accident. Elle est le langage d'une contre-société sans transcendance, nourrie de ressentiments et de vide spirituel. Cette crise n'est pas seulement sécuritaire, elle est morale. Elle ne se résoudra pas par des plans technocratiques, mais par une restauration de l'autorité, à commencer par l'autorité divine. Nous ne sommes pas des nostalgiques bêlants, mais des chrétiens enracinés, convaincus que la France peut se relever. Pas avec des gadgets républicains ou des chartes bureaucratiques, mais en renouant avec ses racines, sa foi, son peuple, son histoire, sa terre. La France n'est pas née des abstractions administratives de Bruxelles, mais du baptême de Clovis, d'une langue, d'un droit, d'une culture forgée dans la foi chrétienne. Elle s'est construite comme une nation organique, unie par un socle commun, non comme un patchwork de communautés juxtaposées. Le multiculturalisme, érigé en dogme, n'a pas enrichi la France. Il l'a diluée, divisée, fragilisée. Il a détruit les solidarités organiques, érodé le sens de l'appartenance, instauré une instabilité permanente. L'immigration individuelle, choisie, maîtrisée, peut être une richesse. Mais l'immigration de masse, qui modifie la composition même du peuple, mène à la destruction. Et rien n'est perdu. La France peut redevenir une terre d'espérance à condition de se réveiller. Cela passe par une rupture avec le relativisme moral, le vide spirituel, l'illusion de la neutralité républicaine. Il faut réaffirmer une unité culturelle et spirituelle, restaurer la transmission, remettre Dieu au centre, non comme une option privée, mais comme principe fondateur d'une société ordonnée. Ce réenracinement sera territorial, communautaire, culturel, mais surtout spirituel. Car une société sans colonne vertébrale s'effondre. Et la colonne de la France, c'est sa foi. Les événements récents ne sont pas de simples débordements festifs. Ils sont le miroir d'une France fracturée, où des populations cohabitent sans se comprendre ni se respecter. Le chaos est le fruit pourri d'un arbre malade, celui du multiculturalisme, du relativisme moral, de l'idéologie sans frontières. Refuser le déni, c'est ouvrir la voie à la reconstruction. Je rêve d'une France apaisée, enracinée, cohérente avec elle-même. Une France forte de sa foi, de sa langue, de son histoire. Une France qui cesse de se haïr, de s'excuser d'exister. Cela demandera du courage, de l'abnégation, de la clarté. Mais c'est le prix à payer pour la paix, la justice et l'avenir. Il nous reste peu de temps, quelques années, peut-être une décennie, avant que les équilibres ne deviennent irréversibles. Mais tant que nous sommes là, nous devons parler, dénoncer, résister, bâtir. Que Dieu vous garde, et que vive la France, la vraie, celle de nos pères, de nos saints, de nos enfants, celle que nous avons le devoir de défendre jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouvel épisode.